Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'une particule et explorer mon comportement étrange qui est à la fois onde et corpuscule. Si j'étais un électron dans ce monde quantique, ma perception et mon comportement seraient bien différents du monde classique. Je ne verrais pas des objets solides, mais des champs électriques et magnétiques en mouvement. Mon existence obéit aux lois étranges de la mécanique quantique. Je suis à la fois une onde et une particule. Mon emplacement n'est jamais vraiment précis et je peux exister dans plusieurs états et plusieurs endroits à la fois, ce que l'on appelle la superposition. Je ressens les influences invisibles des photons et des autres électrons. Je subis des sauts d'énergie et je n'ai aucune vision classique du monde matériel. Pour mieux comprendre ce que je vis à mon échelle, il faut revenir à l'histoire de la lumière. Grâce à des expériences comme celle de Thomas Young, avec ses fameuses fentes, et celle d'Augustin Fresnel, la théorie ondulatoire a été pleinement confirmée. La lumière est bien une onde. Comme l'a démontré Maxwell en 1865, cette onde correspond à une oscillation des champs électriques et magnétiques. Mais en 1905, Einstein a révélé que la lumière se comporte aussi comme un ensemble de petits corpuscules, les photons, chacun possédant une énergie et une quantité de mouvement bien définie. À l'époque, les physiciens n'arrivaient pas à expliquer pourquoi, en tant que charge négative, moi, électron, je ne m'effondre pas sur le noyau qui contient, entre autres, des protons de charge positive. La physique classique est incapable de l'expliquer, seule la mécanique quantique, avec sa vision onde-particule, fournit la réponse. Puisque je ne suis pas seulement une particule, mais aussi une onde, je ne peux donc pas m'effondrer sur le noyau. Si on me compare à une petite vague, j'ai donc une certaine taille qui ne peut pas être comprimée indéfiniment sans nécessiter une énergie colossale. Donc, bien que je sois attiré par les protons en raison de leur charge opposée, ma nature ondulatoire m'empêche de m'en approcher trop près ou de tomber, entre guillemets, sur eux. C'est cette propriété quantique, la dualité onde-corpuscule, qui fixe ma position à une certaine distance du noyau. Autrement dit, c'est grâce à cette contrainte fondamentale que la matière demeure stable et ne s'effondre pas sur elle-même. C'est d'ailleurs grâce à elle que sont nées des technologies qui ont transformé notre quotidien, comme par exemple l'électronique, le laser, etc. Mais toutes ces technologies reposent sur l'action collective de milliards de particules. Dans un tel nombre, il devient pertinent de raisonner en termes de probabilité. Les physiciens peuvent alors affirmer, par exemple, que 20% des électrons adopteront tel comportement, 15% un autre, 60% encore un autre, et ainsi de suite. Lorsqu'on considère un ensemble aussi immense de particules, les comportements probabilistes se traduisent par des résultats d'une grande fiabilité. Mais cette vision statistique, valable à grande échelle, ne permet pas toujours de comprendre ce qui se joue au niveau individuel. C'est pourquoi, à partir des années 1950-1960, les physiciens ont cherché à observer une particule unique afin de mieux saisir son comportement propre. Ce n'est pas moi, l'électron, qu'ils ont choisi, mais le photon. Dépourvu de masse et interagissant facilement avec la matière par des processus optiques, il offrait un terrain d'expérimentation plus accessible. Moi, avec ma masse et mes interactions bien plus fortes avec l'environnement, j'étais plus difficile à isoler et à manipuler. Il a donc fallu attendre les années 1960-70 pour m'observer véritablement de façon individuelle. Les physiciens ont ainsi commencé par se concentrer sur le photon et pour raconter ces expériences, je vais prendre sa place. La première isolation d'un photon unique a été réalisée en 1977 par Leonard Mandel et la première démonstration de la dualité onde-corpuscule avec un photon unique a eu lieu en 1986 avec Alain Aspect. Ces résultats ont montré clairement qu'en tant que photon isolé, mon comportement devient imprévisible et aléatoire. Je ne peux être décrit qu'en termes de probabilité.
on ne sait jamais à l'avance ce que je vais faire exactement, seulement quelles sont les chances que j'adopte tel ou tel comportement. D'ailleurs, si j'étais à nouveau un électron, mon comportement serait tout aussi incertain et probabiliste qu'un photon. Voici l'expérience. Elle utilise une lame semi-réfléchissante et une source capable d'émettre des photons un par un, chacun unique et individuel, comme moi. Cette source m'envoie donc, ainsi que d'autres photons uniques, vers la lame semi-réfléchissante orientée à 45 degrés. Une partie de la lumière est transmise en ligne droite, tandis qu'une autre est réfléchie, en général sous le même angle de 45 degrés, conformément à la loi de la réflexion. Deux détecteurs D1 et D2 sont positionnés pour capter chacun des deux faisceaux et en bout de chaîne, un circuit électronique spécial, appelé circuit à coïncidence, vérifie si je peux être détecté en tant que photon unique simultanément par D1 et D2. Si je suis vraiment une particule unique, je ne peux être détecté qu'au niveau de D1 ou de D2, jamais les deux à la fois. Dans ce cas, la probabilité de coïncidence est donc nulle. On parle alors d'anticorrélation. En pratique, toutefois, cette probabilité de coïncidence, notée alpha, n'est jamais strictement égale à 0 en raison du bruit de fond et des imperfections des détecteurs. Cette expérience a révélé que mon comportement était celui d'une particule avec une valeur de alpha d'environ 0,18, donc proche de 0. En revanche, si je me comporte comme une onde, elle se divise. Cette fois, j'ai une forte probabilité d'une détection simultanée, elle devient donc non nulle. Le taux de coïncidence alpha peut même dépasser 1, ce qui correspond à une corrélation positive, c'est-à-dire une probabilité accrue pour que les deux détecteurs enregistrent un signal en même temps. Pour démontrer mon comportement ondulatoire, déjà révélé par l'expérience de Young en 1801, l'équipe d'Alain Aspect a utilisé un interféromètre. Les deux détecteurs D1 et D2 sont retirés et les faisceaux, d'abord séparés par une première lame semi-réfléchissante, sont recombinés par une seconde afin de mettre en évidence des interférences. Si les deux trajets sont exactement identiques ou si la différence entre eux tombe juste, les deux faisceaux se renforcent lorsqu'ils se rejoignent et la lumière ressort uniquement par la sortie P2. Si au contraire les trajets sont décalés d'une certaine façon, les deux faisceaux se gênent, ils s'annulent dans une direction et se renforcent dans l'autre, ce qui fait que la lumière ressort par l'autre sortie P1. Et enfin, si la différence entre les trajets n'est ni parfaite ni totalement opposée, la lumière se répartit entre les deux sorties, plus ou moins également. La différence entre les deux chemins parcourus par les faisceaux détermine la sortie où la lumière sera observée. Cette différence crée un décalage de phase qui détermine comment la lumière se répartit à la sortie. En mesurant l'intensité lumineuse en fonction de ce décalage, on obtient une courbe en forme de sinusoïde, signature caractéristique d'un phénomène d'interférence. Les résultats confirment alors que je me comporte comme une onde. Ces deux expériences, dans les années 80, révèlent ainsi ma double nature, parfois corpusculaire, parfois ondulatoire. 20 ans plus tard, en 2005, une expérience utilisant un équipement plus performant a été menée avec un biprisme de Fresnel. Le résultat a montré que je me suis comporté comme une particule avec une valeur alpha d'environ 0,18. Peu après, une autre expérience utilisant le même dispositif, mais cette fois équipée d'une caméra CCD capable de détecter les photons un par un et placée à l'intersection des deux faisceaux, a révélé au fil du temps l'apparition de franges d'interférence. Cela a démontré que lorsqu'on envoie un paquet d'ondes formé d'un photon unique avec le même appareil, mon comportement peut apparaître soit particulaire en empruntant l'un ou l'autre des deux chemins, soit ondulatoire en les traversant simultanément. Tout dépend de la façon dont on effectue ma mesure,
ce qui illustre toute l'étrangeté de ma nature quantique. D'ailleurs, dès 1927, Bohr avait déjà souligné que l'appareillage influençait la mesure. Il formula et présenta alors pour la première fois le principe de complémentarité, selon lequel c'est l'instrument de mesure qui détermine si l'objet quantique se manifeste comme une onde ou comme une particule, fixant ainsi sa nature apparente. On peut observer la propriété mise en évidence par la première expérience ou celle révélée par la seconde, mais il est impossible de voir les deux en même temps. Chaque expérience exige un dispositif distinct qui fait apparaître un aspect précis de la réalité quantique tout en excluant l'autre. En 1978, pour mettre à l'épreuve la pensée de Bohr, Wheeler a proposé une expérience de pensée appelée expérience à choix retardé. L'objectif était de passer rapidement d'un dispositif à un autre, évitant ainsi que moi, photon unique, je puisse anticiper quel appareil de mesure j'allais rencontrer. En 2007, Alain Aspect et son équipe ont brillamment réalisé cette expérience en développant un système capable de basculer la lame semi-réfléchissante en quelques nanosecondes, passant ainsi d'une configuration à l'autre avec une précision impressionnante. Avec ce dispositif, on obtient les mêmes résultats qu'en 2005. Lorsque la lame est présente, je me comporte comme une onde, lorsqu'elle est absente, je me comporte comme une particule. Cette expérience souligne à quel point ma nature quantique est étrange, puisque ma façon d'être, onde ou corpuscule, semble dépendre du dernier instant de la mesure, alors même que je ne peux pas savoir préalablement comment je vais être observé. C'est comme si je savais à l'avance quel type de mesure on va me faire avant même que l'appareillage soit mis en place. Et cela remet en question l'idée que j'ai une réalité définie avant qu'on m'observe. Malgré l'étrangeté de ma nature, les mathématiques, qui servent avant tout à prédire les phénomènes quantiques plutôt qu'à les comprendre intuitivement, ont permis de créer des technologies impressionnantes qui vous servent au quotidien et ne cessent de progresser. Je pense notamment à la cryptographie quantique, aux ordinateurs quantiques et bien d'autres innovations. Comme nous l'avons vu, Alain Aspect a confirmé par des expériences très ingénieuses sur plus de 20 ans qu'un photon unique peut se comporter comme une onde ou une particule selon la façon dont il est mesuré. Mais c'est en 1982 qu'il a prouvé que deux photons liés par l'intrication partagent des propriétés qui contredisent les théories classiques, comme celles défendues par Einstein, en violant les inégalités de Bell. Et cela lui a valu le prix Nobel en 2022. Nous en reparlerons en détail dans une prochaine vidéo.